aujourd'hui, donc, on essaie de structurer une offre de soins pour la prise en charge de la douleur au sein de la clinique du Parc et des hôpitaux privés du Havre. Donc, je vais faire une présentation. Donc, je remercie la clinique pour l'organisation, et particulièrement Séverine, notre coordinatrice, pour tout son aide au quotidien. Allez-y. Quelques données épidémiologiques. Bien évidemment, la douleur chronique et les douleurs en général sont des problématiques qui concernent une bonne partie de notre population. Ces prises en charge ne sont pas toujours si évidentes que ça, puisque moins de 3% de nos prises en charge se font en centre spécialisé aujourd'hui. On a 20% de patients dans notre population qui auraient des douleurs modérées à sévères. Il y a d'autres chiffres qui disent qu'une personne sur 5 dans sa vie sera confrontée à une problématique de douleur. Et dans ces douleurs, on a une forte prévalence de douleurs neuropathiques. Donc, ce sont des douleurs pour lesquelles je vais donner des définitions. Donc, ces douleurs ont des répercussions humaines, au niveau émotionnel, au niveau neurotypique, sur la famille et sur le travail au quotidien. C'est une vraie problématique aujourd'hui, le handicap et la désinsertion socio-professionnelle liée à la douleur. Donc, j'impact au niveau de la société, puisque beaucoup de douloureux, malheureusement, finissent par perdre leur emploi et ne travaillent plus, donc il y a une problématique de désinsertion. Effectivement, ces douleurs et ces prises en charge font qu'il y a des impacts médico-économiques avec effectivement une forte consommation du potentiel du PIB lié à ces douleurs. Quel type de douleur on est amené à prendre en charge quand on gère une consultation de la douleur chronique? Donc, on a effectivement, en tant qu'anesthésiste, notre cœur de métier, les post-opératoires, donc le post-chirurgical. On a également les problématiques liées aux céphalées, aux migraines. On a la problématique de la lombalgie, l'endométriose, les fibromyalgies, les douleurs pelvipérinéales, l'altodystrophie ou le syndrome douloureux régional complexe. Et nous avons la douleur liée au cancer. On a quand même quelques petites choses à poser avant de pouvoir embrayer. Les délais de consultation peuvent être un peu longs pour un recours à la douleur. Ce n'est pas toujours facile de bien screener le malade au moment où le médecin de ville ou le spécialiste voudrait insérer le patient dans un circuit de consultation de la douleur. L'algologie libérale de ville, c'est quelque chose qui est une thématique qui est finalement peu développée dans les différentes structures de soins. On a toujours l'image du patient pris en charge dans les CEPD, OCH. Les patients sont souvent démunis face à ces problématiques de douleur. Il y a parfois malheureusement des étapes assimilables aux phases de deuil à cheminer, à parcourir pour que les patients puissent être pris en charge et trouver un soulagement et on espère la guérison. Donc on a parfois des tableaux qui sont différents. Le déni, la colère, le marchandage, les phases de dépression, et puis, on espère les phases d'acceptation. Les anesthésistes sont naturellement confrontés aux prises en charge de la douleur, au bloc opératoire, dans les étages en post-opératoire. Le développement de l'ambulatoire a poussé nos prises en charge un peu dans les retranchements, où aujourd'hui on est obligé et on essaye d'avoir une prise en charge la plus qualitative possible au niveau de la douleur pour permettre des sorties les plus précoces liées aux pressions qu'on a des autorités supérieures de développer l'ambulatoire. Et donc, nous, en tant qu'anesthésistes réanimateurs, on a tous passé les diplômes pour être médecin algologue et donc médecin de la douleur chronique. Et donc, nous avons décidé à plusieurs anesthésistes de créer un cabinet qui s'appelle le cabinet Renaud. Donc, l'idée de ce cabinet, c'est de proposer des consultations de la prise en charge pour la douleur en ville. Donc, sous plusieurs formes. Donc, ça peut être un simple appel téléphonique, plus récemment, ce qu'on appelle la télé-expertise, quelque chose qui s'est développé récemment. Des consultations simples et des patients pour lesquels on va proposer des parcours et des prises en charge un peu plus complexes. L'idée, c'est de proposer l'ensemble des techniques, un
interventionnel, non interventionnel. On collabore également avec les acteurs de prise en charge de la douleur sur tout notre territoire. Donc, on a des contacts avec les praticiens des structures voisines, notamment au CHV, et on a un partenariat avec la RCP douleur du CHU de Lille, le professeur Lebuf, quand on a des dossiers un peu complexes, pour pouvoir discuter des prises en charge et pouvoir faire cheminer les patients. Donc, on a différents types d'adressage en algologie. On a l'adressage interne, donc ce qu'on appellerait le loco-local, l'adressage naturel de nos opérateurs de la clinique, l'adressage externe par nos généralistes, les spécialités d'organes installés en ville, et également notre médecin qui peut adresser les patients pour second avis. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un screening du patient, pour leur faire remplir un dossier préalable à la prise en charge, parce que parfois dans ces patients, il y a des urgences. Une algodystrophie, donc un SDRC qui flambe, les patients cancéraux, c'est par définition une urgence. Et le lombalgique opéré, effectivement, représente également une population à risque. Un peu de définition pour définir un peu la douleur. Donc, on a plusieurs cadres nosologiques et sémiologiques dans la définition des douleurs. Ce n'est pas facile de définir une douleur. Quand les patients rentrent en consultation, ils me disent j'ai mal partout, je se recadrer en disant bon, citez-moi un point avec votre doigt où vous avez plus mal. Et là, effectivement, on peut commencer à avoir une discussion constructive. Donc, on a les douleurs par excès de nociception. Ce sont des douleurs liées aux lésions des tissus périphériques, parfois une incision chirurgicale, un traumatisme, une entorse, une fracture du poignet. On a les douleurs neuropathiques, qui sont des douleurs liées au système, des douleurs liées à des lésions du système nerveux périphérique, l'affection d'un nerf, la neuropathie diabétique, aussi parfois les traumatismes centraux, la moelle épinière, sur des accidents, les hernies discales. Après, on a toutes les douleurs un peu fourre-tout, qu'on va appeler des douleurs psychogènes, toutes ces douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer par une lésion organique. Typiquement, il y a des pathologies en douleur chronique où nous avons des douleurs qui sont liées à des douleurs qui ne sont pas d'origine organique, pour lesquelles une batterie d'examens sont faites et ils se révèlent normaux. Parfois, les douleurs, et surtout souvent, elles sont mixtes, nos douleurs. Typiquement, le lombo-radiculalgique opéré qui garde encore la douleur dans le territoire S1, la sciatalgique, et qui, parallèlement à ça, a une douleur dans le bas du dos avec une irradiation fessière. Ce patient-là, il a une douleur mixte, une douleur par accident et une douleur neuropathique. J'ai mis une dernière définition, c'est la notion de syndrome myofascial. On retrouve souvent chez nos amis rééducateurs. En douleur, on travaille beaucoup avec les rééducateurs. C'est lié à des nœuds, entre guillemets, musculaires. Il y a des tensions anormales, il y a des spasmes musculaires, et on trouve ça dans beaucoup de pathologies. Par exemple, une épaule qui a été opérée peut présenter un syndrome myofascial avec une contracture des muscles trapèzes, des muscles supraépineux et des muscles pectoraux. Donc effectivement, le parcours il a été travaillé grâce à une bonne collaboration avec Madame Letou, donc c'est Séverine, notre coordinatrice. Donc les patients, quand ils sont venus en consultation, après ils sont adressés dans une unité qui s'appelle l'UPSC, une parcours de soins coordonnés, où là, il y a Valérie, la secrétaire, l'infirmière douleur Delphine, avec Béatrice Charlotte, la psychologue, les ergos, les kinésithérapeutes, la diététicienne, les autres, donc si on a besoin d'un EMG, si on a besoin d'une radio, de voir un diététicien, un bilan nutritionnel. L'idée, c'est d'avoir une synthèse globale du patient et de sa problématique au moment où le patient vient. Et ensuite, on va proposer ce qu'on appelle un plan de soins personnalisé. Ce plan de soins personnalisé va aboutir à une prise en charge. Cette prise en charge aboutira à une réévaluation qui sera donc un suivi en consultation. Pour chaque patient qui entre en consultation de la douleur, on leur propose une évaluation en unité de parcours de soins coordonnés, où là vraiment on a une synthèse globale. Le médecin algologue seul ne peut pas aboutir à une synthèse et à une problématique complètement claire liée à la prise en charge de nos patients. On a besoin vraiment des avis des uns et des autres pour travailler
en excellente collaboration et en coordination pour pouvoir apporter le meilleur service à ces patients. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu les différentes étapes de prise en charge de la douleur, parce qu'il y a des choses qui existent depuis longtemps, des choses qui existent depuis peu, des réactualisations. Et donc l'idée, c'est de faire un petit peu un focus global sur tout ce qu'on peut proposer en prise en charge. Donc les patients, quand ils viennent en consultation, on leur propose régulièrement la stimulation électrique transcutanée. Alors, leur première réponse, c'est « Ah, je l'ai déjà fait chez le kiné ». La stimulation électrique transcutanée, c'est le TENS. Ça repose au niveau mécanique, au niveau physiopathologique, sur la théorie du portillon. L'idée, c'est d'aller stimuler les territoires via des pastilles, d'électrodes, via un courant de lésion qui fera des allers-retours entre deux pastilles pour pouvoir au mieux stimuler une zone. Une lombalgie, un genou, une épaule, un abdomen. Avec ça, on peut quasiment tout faire. D'autant plus qu'aujourd'hui, il existe des électrodes un peu différentes, dont je vais vous parler par la suite. Des électrodes auriculaires qui permettent aussi de stimuler le nerf vague chez les patients qui ont une endométriose. C'est extrêmement intéressant. Donc l'idée, c'est que le patient ait une ordonnance pour récupérer un appareil de type TENS. Alors, il en existe plein, et parfois des un peu compliqués avec des connexions des smartphones. Parfois, les gens sont un peu perdus. Donc, c'est une location, puis après, c'est pendant 3 à 6 mois. Et après, il y a un reste à charge au patient qui est à 5 € en général, par mois. Et après, on peut l'acheter. Voilà, donc, l'appareil coûte une petite centaine d'euros. C'est l'idée, après, c'est de faire la rééducation au domicile, d'avoir vraiment une assiduité par le patient en faisant au moins 1 heure à 2 par jour pour espérer avoir ce qu'on appelle un post-effet à l'ablation du TENS. Parce que les gens vous disent de façon classique, c'est très bien, ça me soulage sur le coup, et quand je l'enlève, je ne sens plus rien. On n'a pas d'effet secondaire quand on met un TENS. Effectivement, au niveau vulgarisation médicale, c'est l'ancêtre du TENS, c'était un peu le Sporel. On mettait pour avoir des tablettes de chocolat. Également, au niveau médicamenteux, qu'est-ce que nous avons? On a plein de médicaments pour la prise en charge de la douleur. Mais l'idée, c'est d'en donner moins possible. D'autant plus que nous, dans nos prises en charge, on essaie d'avoir des techniques qui permettent de soulager les gens sans les rendre, entre guillemets, dépendants. Quand on voit aujourd'hui la crise des opioïdes aux États-Unis, on va peut-être un jour y arriver chez nous. Certains médicaments commencent à survivre, comme la prégabaline, normalement, c'est des ordonnances sécurisées. On ne peut pas les avoir comme ça. Et on commence à parler de dépendance au gabapentinone. Donc, au long cours, quand les patients viennent pour une douleur mixte, neuropathique, par excitation, ils ont effectivement très classiquement soit déjà une ordonnance de prégabalène ou de gabapentin, ou alors nous faisons cette ordonnance. Ce sont des médicaments qui se donnent à faible dose. On va augmenter progressivement pour atteindre des doses qui sont tolérables et qui permettent d'avoir un effet sur les douleurs. Quand on donne ces médicaments-là avec des doses trop importantes dès le départ, parfois ça peut éventuellement perturber les gens parce qu'ils sentent la sensation de somnolence, la sensation de vertige. C'est très désagréable. On peut également donner de l'aroxyde en gouttes, qui est un antidépresseur tricyclique. Alors, il est bon de faire un électrocardiogramme avant d'administrer ce médicament. On le donne en gouttes, on démarre des petites doses. En général, les patients qui ont vraiment du mal à dormir, qui sont déjà sous d'autres thérapeutiques type benzo. Mais là, l'idée, c'est d'aller agir sur la douleur et d'agir aussi sur la composante insomniante, pardon. Et donc, on prescrit ça en gouttes sur un schéma pour aussi. En consultation, on réalise également des tests, on réalise également les tests de Beck et HAD, notamment, qui sont des tests d'évaluation de la dépression. En fonction de ça, on peut prescrire des antidépresseurs. On est un gros pays consommateur d'antidépresseurs chez nous. Donc, on prescrit des IRS. Et donc, les IRS sont l'AMM entre guillemets en médecine de la douleur, ce sont le duloxétine, le Cymbalta et le venlafaxine effexor. Après, on commence à se poser la question du CBD. Je n'ai pas d'expérience, j'ai acheté un bouquin dessus, mais je n'ai pas encore le temps de m'y pencher. Donc, ce serait effectivement intéressant de pouvoir creuser cette thématique. Et après, on va donc traiter aussi les crises médicamenteuses. Donc, on va reprendre l'algorithme de prise en charge nostalgique par palier. Donc, le palier 1, le paracétamol, l'acupan. L'acupan rend bien service, parce qu'une ampoule d'acupan
équivaut à 10 mg de morphine. Les contre-indications, c'est surtout le glaucome. On a les paliers 2, tramadol, la codéine et les anti-inflammatoires. Après, on a les morphiniques. Donc, beaucoup de gens, parfois, arrivent en consultation avec déjà des morphiniques. Ceux-là, effectivement, on peut considérer qu'ils doivent être un peu fléchés en rouge. Quand on voit l'adressage, comme je le disais juste avant, un peu de morphinique, effectivement, il ne faut pas les laisser attendre trop longtemps parce qu'on sait très bien qu'ils vont vite se dégrader. On réalise aussi des perfusions de kétamine. La kétamine, c'est un agent anesthésiant. Les gens viennent en ambulatoire. On délivre la kétamine à petite dose parce qu'elle est délivrée pour avoir des doses anesthésiques. Et cette kétamine permet d'avoir un effet rémanent sur les douleurs qui ne peut pas marcher, mais qui peut marcher de quelques jours à quelques semaines. En général, on fait des cycles avec des cures de plusieurs perfusions et c'est assez intéressant pour nos patients. Les contre-indications sont toutes relatives. La plus forte contre-indication, c'est le patient qui a une pathologie psychiatrique préexistante. Ça marche bien en cancérologie, il y a vraiment des datas sur la cancérologie, mais chez les patients qui ont une fibromyalgie ou une endométriose, ça peut être intéressant. Pour les douleurs neuropathiques, ça les soulage, mais très transparemment. Donc oui, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas ça qui malheureusement va les transformer. Étant anesthésiste et ayant depuis maintenant une bonne dizaine d'années un échographe entre les mains, grâce au développement, aujourd'hui on est capable, nous, anesthésistes, d'aller faire de l'infiltration. Alors il y a plusieurs types d'infiltration. Il faut bien dichotomiser l'infiltration intra-articulaire telle qu'elle est classiquement réalisée par nos confrères radiologues et l'infiltration périnerveuse où là on va aller injecter un produit anesthésiant à côté d'un nerf, donc ça va permettre d'avoir un effet sur la douleur. Typiquement, c'est le patient qui a une capsule rétractile de l'épaule, donc l'épaule gelée, le patient qui ne bouge plus. Il y a deux types d'infiltration chez ce patient. Moi, en consultation, ils me disent j'ai déjà une infiltration. Ils ont eu quelquefois la capsule de distension par le radiologue, une fois, deux fois. Et après, parfois, moi, j'interviens pour réaliser des blocs sur les nerfs moteurs ou sensitifs de l'épaule qui permettent un peu d'avoir une action anesthésiante et du coup analgésiante. Le but en douleur chronique, c'est d'avoir une action analgésiante. Donc, on utilise des produits et des concentrations qui sont plus faibles. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, on fait ça sous échographie, sous radioscopie. Ça peut faire office de bloc test. Si parfois on veut tester un territoire nerveux, un patient qui vient, un homme de 35 ans qui vient pour une douleur palvipérinéale avec une irradiation au niveau du pli de laine et au niveau testiculaire, bon, connaissant l'anatomie, ça va me faire penser à une névralgie, une douleur au niveau ilio-inguinal. Parfois, pour discriminer les douleurs palvipérinéales, quand on veut différencier un nerf pudendal d'un nerf ilio-inguinal, on est amené à faire des blocs tests sélectifs qui nous permettent de soulager transitoirement les gens. L'infiltration, l'efficacité sont les variables, bien sûr. Ça peut durer de une journée à quelquefois quelques semaines. La physiopathologie de tout ça est parfois méconnue. Parfois, on redonne juste à la place à un nerf qui était un peu comprimé, donc on va lever un petit conflit, un petit pincement. Parfois, les effets anti-inflammatoires de nos produits, comme les anesthésiques locaux, parfois des corticoïdes, même si les corticoïdes, on en utilise peu, peuvent également prouver une efficacité. Ensuite, nous parlons des cathéters périnerveux. Donc, les cathéters périnerveux, gros sujet de discussion avec les infirmières libérales, puisque ça n'est que très récemment qu'il y a eu le décret permettant la surveillance au domicile par les infirmières libérales des cathéters périnerveux. Le cathéter périnerveux, nous, anesthésistes, on est capable d'aller positionner un cathéter à côté d'un petit nerf et de délivrer en continu un anesthésique local. L'idée, c'est de ne pas anesthésier, mais plutôt d'analgésier. Et donc, on peut faire ça en ambulatoire. Ça a une efficacité qui est assez puissante. Néanmoins, quand on enlève le cathéter, si on a une douleur neuropathique et qu'on n'agit pas vraiment sur l'endroit où est la douleur précisément, techniquement, ça ne marche pas. Le cathéter a une fonction, en général, c'est rééduquer. L'idée, quand on a un cathéter, c'est en fait d'avoir un patient qui rentre dans un parcours de rééducation intensive. Et là, si c'est pour une épaule, récupérer du muscle au niveau du genou, effectivement, ça peut avoir un intérêt. Le Qutenza, donc là, on rentre dans les prises en charge que j'appelle de niveau 2. Donc, le Qutenza, c'est un dérivé du pigment, c'est un patch qu'on administre sur une zone douloureuse, qui est en général une zone allodinique. Une zone allodinique veut dire
zone liée à une lésion d'un nerf et qui donne une douleur neuropathique. Ce patch est administré en ambulatoire chez un patient chez qui on va délimiter la zone et on fait une cartographie pour pouvoir en fait administrer ce patch qui va désensibiliser la zone sous-cutanée et les petits nerfs très superficiels. Ces patchs de Qutenza, on a classiquement on met 3 ou 4 au maximum. Après, si on a besoin de passer notre prise en charge, on va sur des choses qui sont un recours plus importantes. Dans le registre aussi de la désensibilisation, on utilise aussi la toxine donc le Botox, pas pour les rides cette fois-ci, mais pour vraiment désensibiliser les nerfs. Et on l'utilise en sous-cutané sur une cicatrice douloureuse. Donc, typiquement, une prothèse de genou qui a une douleur à titre de décharge, brûlure, paresthésie au niveau de sa cicatrice, on va aller injecter en sous-cutané de la toxine botulique. La toxine botulique a aussi un effet qu'utilisent les rééducateurs. Il y a autour de nous des gens qui injectent de la toxine botulique en rééducation pour les syndromes myofasciales. Donc, le syndrome myofascial, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette espèce de nœud musculaire qui donne un spasme et qui peut donc éventuellement être responsable d'une douleur articulaire. La toxine botulique intra-articulaire peut relâcher le muscle. Donc, on va faire de multiples injections qui permettent après de pouvoir rééduquer et mieux prendre en charge le patient. Au niveau 3, donc maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle la fée électrique. Il y a un article qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça dans Le Point sur l'électricité. La douleur chronique, c'est l'électricité. L'idée, c'est d'aller agir sur cette électricité qui est anormale. Donc, on agit sur ce qu'on appelle la neuromodulation. La neuromodulation, il y a plusieurs niveaux de neuromodulation. Donc, aujourd'hui, on a la RTMS, et donc la stimulation magnétique corticale. Donc, on fait un repérage à l'IRM d'une lésion du cerveau, d'une zone du cerveau qui pourrait être responsable d'une douleur. Cette douleur va donner lieu à une stimulation par une bobine électromagnétique pour laquelle le patient va venir. On va faire plusieurs séances, dizaines, une quinzaine de séances, et ça permet de diminuer les douleurs. Ça marche très bien dans la fibromyalgie. Ça marche aussi dans la dépression. Il y a certains centres, notamment le très gros centre à Nantes, Clinique Bretéché, où eux, clairement, ils ont une prise en charge par la RTMS qui est quand même assez intensive. Donc, eux, ils font les douleurs post-AVC, le Parkinson, les douleurs chroniques, la douleur neuropathique. Ils font tout quasiment avec ça. Et ils sont utiles, ils ont de bons résultats. On n'a pas encore la RTMS ici. Ensuite, la neuromodulation. Donc, je suis allé tout à l'heure infiltrer le petit nerf sous échographie. Ça marche bien, mais ça marche une journée. Donc, le patient, malheureusement, il repart chez lui le lendemain et il me dit ah, j'ai toujours mal, docteur. Bon. Il a eu le patch de Qutenza, il a eu la toxine botulique. Et donc là, on se dit bon, j'ai encore une petite douleur dans le compartiment inférieur et interne de mon genou, monsieur. Après, donc, ma prothèse pour laquelle on est déjà passé par une prise en charge qui est quand même assez complexe. Et donc là, l'idée, c'est d'aller faire ce qu'on appelle de la radiofréquence. Tout le monde a entendu parler pendant ses études de la thermocoagulation du ganglion de Gasser pour la névralgie du trijumeau. L'idée, c'est d'aller appliquer à côté d'un nerf un courant de lésion. Ce courant de lésion va délivrer une énergie. Et en fonction de la température que nous allons régler sur le générateur, nous aurons une température d'énergie qui sera soit un courant réversible, soit un courant irréversible. L'idée, c'est d'aller, à ce moment-là, couper le signal électrique. On fait une section du nerf pour faire ce qu'on appelle une radiofréquence. Et donc, la radiofréquence, il en existe plusieurs. Donc, quand on chauffe à 42 degrés, on fait de la radiofréquence pulsée, pour laquelle les indications sont multiples, puisqu'on ne fait pas de lésion irréversible, pardon. Donc, on peut vraiment utiliser cette radiofréquence pour tous les sites. Et après, on fait de la radiofréquence irréversible, donc on fait de la thermocoagulation. Et donc là, on a certaines indications qui sont déjà connues, comme la rhizolyse articulaire postérieure pour les lombalgiques chroniques, non opérables. Et derrière, on a également, au niveau du genou, aujourd'hui, un gros développement des radiofréquences sélectives, parce que comme, grâce à nos échographes, on arrive à les sélectionner et opérer des nerfs de plus en plus petits, de plus en plus distaux, avec la technologie des échographes qui évoluent, avec nos yeux qui évoluent aussi, on arrive du coup à aller pouvoir sélectivement
toucher le petit nerf qui nous intéresse. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je ne vais pas vous faire un cours sur la radiofréquence, mais il existe aussi d'autres développements. Il y a vraiment un essor sur ces générateurs et sur ces prises en charge. Donc, on fait de la radiofréquence pulsée, qui est donc une radiofréquence réversible. On fait aussi de la cryoneurolyse. On va tout simplement déposer à côté du nerf une petite boule de glace et ça peut éventuellement avoir un effet. Et après, il y a la coude. La coude, c'est un courant par une énergie refroidie. C'est de la technologie un peu plus compliquée. Je vais passer rapidement. La stimulation médulaire. Donc, la stimulation médulaire, moi, je sais faire, je suis formé. Ce sont des choses qu'on espère un jour mettre en place. Là, l'idée, c'est que donc, notre patient dans notre course, il a toujours son algodystrophie, il a toujours son impotence fonctionnelle, il a toujours il a eu, je ne sais combien de cathéters périnerveux, il a je ne sais combien de pages de Qutenza, je ne sais combien d'injections de toxine botulique, il prend 600 mg fois 3 de gabapentin, voire plus, il est au bout du rouleau, il veut retravailler, il n'y arrive plus. Donc là, on va les monter comme la péridurale des anesthésistes. Je ne vais pas aller monter un cathéter, je vais aller monter une petite sonde. Cette sonde va communiquer directement avec le rachis au niveau des cordons postérieurs. Et cette sonde va permettre une désensibilisation par la stimulation. On a plusieurs modes de stimulation, et là, ça rentre encore dans un autre débat dans lequel je n'entrerai pas, qui sont des stimulations ressenties ou non ressenties. L'idée, c'est de pouvoir désensibiliser le plus possible cette zone qui est douloureuse. Et donc, on fait ça sous anesthésie générale. On réveille le patient sur la table pour savoir si on est bien placé. Et ensuite, on fait deux phases. Une phase test où on laisse la sonde provisoire pendant une semaine, 10 jours. Ensuite, on va implanter le matériel définitif. Cette stimulation ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut une RCP et une réunion entre plusieurs professionnels de la douleur pour pouvoir le valider. Et après, effectivement, il existe plein de modes de stimulation différents, comme je vous le dis, ressenti, non ressenti. Un patient pour lequel le TENS est très efficace est un bon candidat potentiel à la stimulation. Par contre, si le TENS ne marche pas, ce n'est pas pour autant que la stimulation ne marche pas. On va illustrer ça par les cas cliniques juste après. Et après, j'ai parlé de DRG, mais c'est une thérapie d'exception. Là, l'idée, c'est d'aller vraiment stimuler le petit nerf au niveau de son foramen. Parce que globalement, vous avez tous envoyé des patients pour une infiltration foraminale chez le radiologue. Là, ce n'est pas une infiltration foraminale. L'idée, c'est de mettre la sonde dans le foramen pour stimuler le petit nerf qui nous intéresse. Donc, on fait une cartographie nerveuse extrêmement précise pour savoir quel niveau il faudra stimuler en continu. En cancérologie, le réseau Oncologie Hauts-de-France a établi un référentiel sur la pose de pompe intratécale. La thématique de la cancérologie dans notre région est a priori alarmante, puisque nos médianes de survie sont moins bonnes que dans les autres régions. Les patients sont pris en charge plus tard, sont dépistés plus tard, et parfois, dans des thématiques de douleur, sont aussi pris en charge tardivement. On a aujourd'hui une des régions de France où on pose le moins de pompes intratécales. C'est historique. La pompe intratécale, c'est quoi? La patiente qui a un cancer pelvien qui prend plus de 300 mg de morphine jour, elle peut être éligible à la pose d'un cathéter intratécal. Donc, on va monter un cathéter au niveau du rachis. Ce cathéter au niveau rachidien va être positionné et va permettre une administration de morphine micrométrique par rapport à ce qu'elle est administrée par voie orale. Mais évidemment, la vie des patients change après ce type de prise en charge. Ce sont des patients pour lesquels la durée de vie est estimée supérieure à 3 mois. Et quand on passe de 300 mg jour de morphine à 2 ou 3 mg jour en intratécal, on est moins constipé, on vit mieux et on a moins de douleur. Donc on a ces pompes qui sont des pompes implantées au niveau donc, de l'abdomen. Après, elles nécessitent des remplissages. Donc les gens viennent tous les mois, tous les 5 semaines pour effectuer des remplissages. C'est pareil, aujourd'hui, les produits évoluent beaucoup parce que la problématique des produits que nous administrions dans ces pompes était la concentration. Là, aujourd'hui, on arrive à avoir des produits très concentrés qui permettent aux patients de ne pas revenir tout le temps. Parce que le remplissage, chez un patient qui arrive malheureusement en fin de vie, ça peut être compliqué de venir dans une structure hospitalière pour avoir un remplissage. Donc, aujourd'hui, il y a quand même une évolution qui est quand même intéressante. Et donc, nous avions fait un référentiel avec le réseau Onco France
et le centre hospitalier sur les bonnes pratiques de la pose de pompe intrafécale, où j'ai eu la chance de participer. Bien évidemment, en douleur, il y a quand même quelques messages indispensables. C'est une prise en charge globale, ce que j'ai rappelé notamment lors du fameux parcours que nous mettions en place dès le début. Et donc, la psychologue a un rôle essentiel. On collabore beaucoup avec les rééducateurs. Donc, moi, j'ai le réseau de rééducateurs naturels qui est là relevé juste en face, mais je donne aussi, je travaille un petit peu avec les gens de Stable Institut qui sont en face de nous. Bien évidemment, soulager implique une rééducation, implique une fonction. Donc, l'activité physique adaptée a tout à fait sa place. Les techniques non médicamenteuses également, l'hypnose, la sophro, l'acupuncture, la posturologie, la mésothérapie, ce qu'on veut. Tout ce qui peut soulager et qui est non médicamenteux, on est preneur. Bien évidemment, il y a un accompagnement social qui est essentiel et la thématique de la réinsertion professionnelle est une vraie thématique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on espère faire en créant une consultation de la douleur chronique? Il y aura plusieurs phases de prise en charge dans cette consultation de la douleur. Là, aujourd'hui, c'est le premier stade, le stade curatif, pas curatif, mais palliatif, entre guillemets. La douleur, elle est fixée. Tout ce que je vais faire aura un effet transitoire. Si c'était fixé, ça reviendra. La prothèse de genou qui avait mal depuis 4 ans, et ben, cette douleur neuropathique, elle reviendra. Donc, elle sera obligée de revenir pour des injections toxicophiliques ou d'autres choses. Peut-être qu'à un moment où il y aura un phénomène de cicatrisation, quelque chose qui ne se passe pas, qui fait que les gens auront moins mal et n'auront peut-être plus besoin de nous. On l'espère. En attendant, ces traitements peuvent être amenés à être renouvelés. Ces patients-là, effectivement, ils ont besoin d'un accompagnement parce que parfois, ils nous imaginent avec une baguette magique. On les voit, on fait une infiltration, une injection de quelque chose. Je pense qu'on ne se reverra plus. Pourtant, ce n'est pas le message qui est délivré. Donc, l'acceptation est parfois difficile. Le second stade, ça c'est le stade qui est le stade le plus intéressant aujourd'hui parce que l'ambulatoire, c'est bien. On a remplacé une douleur d'arthrose par une douleur de prothèse, donc une douleur neuropathique. Parce que évidemment, on a fait un si bon travail que ça au niveau sociétal, d'avoir remplacé une douleur par une douleur. L'idée, c'est d'aller identifier des patients qui auront une trajectoire douloureuse et des facteurs de risque prédisposants au développement d'une douleur chronique. Donc l'idée, c'est de faire une prise en charge la plus précoce possible. Donc, avant, on va se poser la question de faire des fiches de recueil dentalgique en post-opératoire immédiat pour les prochaines semaines en post-opératoire, pour identifier et avoir des signaux d'alarme sur des patients qui pourraient développer des douleurs chroniques post-opératoires. Donc l'idée, c'est de casser le plus vite possible le cercle vicieux de la douleur, éviter la mise en place de cette soupe inflammatoire qui sera délétère au long terme pour le patient. Donc aujourd'hui, il existe des consultations qui se mettent en place où quand le chirurgien renvoie le patient à un mois après sa chirurgie, il va tout de suite réorienter le patient pour qu'il y ait une prise en charge algologique adaptée tout de suite pour que le patient ait le développement de douleur chronique. C'est ce qu'on appelle la douleur transitionnelle. C'est de 0 à 3 mois. La douleur chronique, c'est au-dessus de 3 mois. Et le dernier stade, idéal, sera d'aller faire de la prévention. Manger moins, bouger plus. Faire le dépistage préopératoire de patients candidats à une douleur chronique post-opératoire. S'occuper vraiment bien de nos patients lombalgiques. Sensibiliser les professionnels de santé. On pourrait quasiment passer toute notre soirée à ça. Bien évidemment, la collaboration avec les infirmières douleurs et peut-être un jour les infirmières en pratique avancée sera quelque chose d'extrêmement bénéfique. Quelques petits cas cliniques, j'ai bientôt fini, je vous remercie pour votre attention. Donc, madame, j'ai arthroplastie totale du genou, veuve, sous antidépresseur, en préopératoire, 64 ans, fraîchement retraitée. Elle a eu mal après l'intervention de la prothèse de genou, cette madame. L'opérateur nous l'envoie 4 mois après l'opération pour une sensation de décharge, de brûlure, de paresthésie. Et donc, effectivement, le diagnostic de douleur neuropathique est posé. Cette femme a un procatastrophisme qu'elle devait déjà avoir avant son intervention, de par son vécu. Donc, l'idée de la prise en charge, ça a été un traitement par une gabapentinoïde, la dose progressive. On a fait une exploration locodolenti, c'est quoi? On va tout simplement injecter de l'anesthésie locale autour de la cicatrice, et voir ce qui se passe. Et là, on peut expliquer à la patiente après cette infiltration locodolenti que la prothèse va bien.
son genou va bien, donc on aura une solution à proposer, peut-être pas pour guérir, mais au moins pour soulager sa douleur. Et elle a eu une toxine botulique péricicatricielle, ça aurait pu être un patch de Oputenza. À 6 mois, elle va beaucoup mieux, et donc elle ne ressent même plus le besoin forcément de venir, parce qu'elle se sent vraiment comme une autre Madame G, prothèse de genou, retraitée également. Elle a été adressée 2 ans après sa douleur. Bon, là, ça va être plus compliqué. Donc, elle a un TENS. On lui a fait des pages de Versatis. Donc, on l'avait même dans les douleurs neuropathiques post-zostériennes. Bon, en remboursement pharmacie, ça passe le Versatis, même si l'efficacité est franchement modeste. Quand je précise sur l'ordonnance, douleur neuropathique. Elle a eu cette patiente aussi des infiltrations leucogonatives, mobilisation, toxine botulique. Elle a toujours mal dans le compartiment inféro-interne. Donc là, j'ai proposé à la patiente de faire ce qu'on appelle une radiofréquence. Donc je vais désensibiliser son petit nerf au niveau du genou, le nerf que nous appelons le nerf géniculé, qu'on voit ici sur la diapositive en bas à gauche, sur le compartiment. Et là, l'idée, c'est d'aller désensibiliser son petit nerf sous échographie. Et là, la patiente a retrouvé du soulagement, donc elle est très contente. Donc, je vous ai rappelé là, ici les petits nerfs géniculés, un petit peu d'illustration. Donc, on en voit 3. Donc, on peut le faire sous échographie ou sous radioscopie en visant l'endroit de rupture entre la diaphyse et la métaphyse. Madame C, maintenant. Chutée au travail, elle a au bilan lésionnel une fissure du supraépineux. Elle a été prise en charge par rééducation, mais de chirurgie réparatrice. Elle a développé dans ses suites opératoires une douleur et une impotence fonctionnelle. Une rééducation qui est très difficile parce que douloureuse. Donc, elle a un tableau de capsulite. Capsulite, c'est quoi? C'est des pôles gelés, une impotence fonctionnelle majeure, avec une abduction, une antépulsion inférieure à 50 degrés et des douleurs. Donc, la patiente, au niveau clinique, elle avait donc une grosse limitation de ses amplitudes articulaires, une tonalité neuropathique aussi, qui sont les orifices de trocar, et un syndrome myofacial, contracture du trapèze majeur, contracture des pectoraux et des douleurs à la pression au niveau des muscles intercostaux, notamment du grand dentelé et du grand dorsal. Donc la prise en charge, cette dame, elle avait une capsulodistension par nos confrères radiologues. Elle a des mises sur gabapentinoïdes. On a aussi traité les crises douloureuses, c'était très douloureuse. Elle a eu un TENS qui l'a soulagée. Une mobilisation d'épaule sous anesthésie loco-régionale qui a permis de libérer des adhérences. De la toxine botulique péricicatricielle et également intramusculaire pour le syndrome myofacial. Donc dans l'épaule, on va aller toucher tous les petits muscles environnants autour de l'épaule, le supraépineux, l'infraépineux, les pectoraux et le muscle grand dentelé. Donc on fait ça sous échographie, puisque nous on a un échographe à disposition. Elle a bénéficié d'une rééducation intensive, mais qui est quand même fastidieuse, parce que là on part sur des traitements qui vont durer parfois 18-24 mois. Et à la fin, on a quand même réalisé une indication face aux douleurs persistantes et à des difficultés quand même de rééducation, une radiofréquence des nerfs sensitifs de l'épaule. Donc l'épaule, c'est pas compliqué, c'est l'innervation qui part de C5 et C6 pour ensuite donner des nerfs qui sont le nerf suprascapulaire. Le nerf suprascapulaire, il chemine au niveau de l'omoplate dans une petite échancrure. On voit très bien sous échographie. On peut aller infiltrer ce petit nerf suprascapulaire. Il y a également des nerfs, des branches des petits pectoraux, et également des branches du nerf axillaire qui va contourner l'humérus et qu'on peut facilement retrouver sur l'échographie. Monsieur L maintenant, chauffeur Viva, marié, 38 ans, travaille beaucoup, des surpoids comme moi. Il a un conflit disco-radiculaire avec 4L5. Il a eu plusieurs infiltrations péridurales et ensuite une chirurgie libératrice. Post-opératoire bien, mais il redéveloppe rapidement des douleurs lombo-radiculalgiques. Donc, pourquoi lombo-radiculalgique? Parce qu'au niveau sémiologique, il y a plusieurs nuances. La première, c'est donc la douleur liée à la lombalgie. La lombalgie, qui est donc cette douleur en bas bilatérale, qui part du milieu, en général de la cicatrice, qui va donc irradier vers les fesses et parfois jusqu'à les cuisses. Et il y a également la composante radiculaire. La composante radiculaire, c'est donc la souffrance de la racine qui va donner encore ces paresthésies, ces brûlures, ces décharges. L'EMG qui est réalisé une petite souffrance neurogène chronique sans aucun autre critère.
Alors, quand on voit le neurochirurgien qui dit bah, non, il n'y a rien à opérer, l'image démontre que les gaines sont bien, il n'y a rien de plus à faire. Donc, on va donc prendre en charge ce patient qui a une douleur mixte, neuropathique et par excès de nociception. On va lui mettre des gabapentinoïdes et là, on va monter à des doses plus importantes. La dose maximale jour, c'est 3600 de gabapentine et 600 mg de prégabaline. Il faut y aller par palier, sinon ça peut être un peu compliqué. Le TENS, là, le TENS, il faut le faire 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et donc, l'idée, c'est d'aller vraiment agir sur les douleurs grâce à cet appareil. On va filtrer la peau. On fera une petite infiltration locomotive pour voir si ça peut effacer un petit peu la douleur. Et là, je dis aux patients que c'est un bloc test. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. On fait la petite infiltration, on le fait marcher, on fait quelques pas avec lui. Et en général, ils ont un page Qutenza ou de la toxine botulique au niveau péricicatriciel dans cette douleur lombaire, basse, qui irradie des deux côtés. Là, il y a deux possibilités. La lombalgie prédomine et le patient n'est plus radiculalgique. Pour quel cas, si cette douleur va bien, il peut rester comme ça. TENS, gabapentine, Qutenza, toxine botulique, ça peut marcher. Si jamais ce n'est pas suffisant, on va faire ce qu'on appelle, pour les gens qui ont une lombalgie prédominante, enfin, rhizolyse des articulaires postérieurs. Donc, on va aller tout simplement désensibiliser le petit nerf qui est ici, au niveau du nerf. Il y a le nerf rachidien qui sort, et ici, la branche médiale du nerf rachidien. On va appliquer un courant d'énergie sur ce nerf. Et après, si c'est la douleur neuropathique qui prédomine chez un patient qui est compatible et qui est motivé pour reprendre le travail, pour se rééduquer et pour se réinsérer parce qu'il en a besoin, ces patients peuvent être une application de stimulation nébulaire. Et là, il y en a beaucoup, plus qu'on l'imagine. Donc on voit bien ici là, les électrodes de stimulation. Donc il existe plusieurs modes chez des patients qui ont pu faire des stimulations double sonde. Et après, il existe pour la radiofréquence des articulaires pour ça. On voit les petits nerfs, ce sont des nerfs un peu mixtes, un peu sensitifs, un peu moteurs, notamment moteurs des muscles érecteurs du rachis. Et là, on va aller faire une désensibilisation nerveuse à ce moment-là. Et on a, semble-t-il, des résultats qui sont intéressants. Et tout ça se fait bien sûr après un bloc test. Et là, quand on fait un bloc test au niveau des petits nerfs sensitifs, on met vraiment un très très faible volume. On est 0,5 ml, 0,5 ml par nerf pour avoir vraiment l'idée de l'action. Sinon, comme ce sont des nerfs qui cheminent dans des espaces de diffusion, si on met des gros volumes, le test sera pas bon. Madame F, qui est mariée, 4 enfants, assistante de direction, sédentaire, cette petit tableau de conjugopathie matrimoniale s'est installé progressivement avec le temps. Elle a un tableau de douleur musculo-squelettique diffus, avec un rhumatologue qui a éliminé le polyarthrite, des examens normaux, donc un diagnostic de fibromyalgie finalement qui est posé. La patiente, comment on va la prendre en charge? On va essayer de la démédicaliser le plus possible. On va lui faire du TENS sur les endroits les plus douloureux. On va la remettre à l'effort, faire l'activité physique adaptée, la rééducation. Les petites doses de gabapentine ou de prégabaline peuvent aider ces patients-là pour soulager leur douleur. Parfois, s'ils sont pleins de benzo, on peut éventuellement leur mettre du laroxyde ou des IRS. La perfusion de kétamine peut avoir un effet, parfois pas forcément sur l'effet antalgique, mais sur l'effet antidépresseur qu'il peut éventuellement procurer la kétamine. Et donc, ça peut éventuellement avoir un intérêt de faire des cures de kétamine chez ces gens-là. Après, tout l'accompagnement psychologique derrière et toutes les thérapies non médicamenteuses sont bien évidemment les bienvenues. Il faut faire également des infiltrations en point gâchette chez ces gens-là. C'est le principe de l'acupuncture. Comme elles ont tous, ou ils ont tous, un syndrome myofascial lié à ces fameux nœuds musculaires dont je vous parlais tout à l'heure, l'idée c'est d'aller vraiment désensibiliser la zone où il y a un syndrome myofascial pour pouvoir agir le mieux possible. Et après, la RTMS est aussi efficace chez ces patients. Madame E, alors c'est une dame qui est célibataire, jeune, qui a des douleurs abdominales intenses rythmées par les menstruations, pour laquelle le gynécologue nous conclut à une endométriose. Et donc, l'idée là pour la prise en charge algologique, c'est aussi de démédicaliser le plus possible. Et donc là, on utilise du TENS avec des électrodes auriculaires maintenant. On va les mettre des électrodes au niveau du nerf vague. Quand on touche l'oreille, on sent que ça fait du bien parfois. On peut stimuler le nerf vague comme ça. Aujourd'hui, il existe aussi des gens qui ont des formations complètes d'auriculothérapie. Ce sont des thérapies qui permettent de stimuler des zones très précises de l'oreille. Et après, donc, ces gens-là, on essaie de les démédicaliser, d'autant plus que souvent derrière, il y a un projet de grossesse. Donc,
Donc, aller rajouter des médicaments, c'est quand même pas forcément la meilleure des choses. Et si on doit les médicaliser, on essaie de le faire de façon la plus transitoire possible. Monsieur C, qui a un cancer du pancréas, qui a une douleur abdominale extrêmement intense, grosse recrudescence du cancer du pancréas. C'est le cancer qui est le plus traître aujourd'hui à traiter. Quand les gens arrivent, ils sont en général jaunes, il y a l'ictère et l'occupation des robinets. Il y a beaucoup de cancer du pancréas. Là, c'est quelque chose qu'il y avait moins il y a une vingtaine d'années. C'est sûrement lié à notre alimentation. Il y a d'autres facteurs. Je ne connais pas, je ne suis pas en courant. Douleur abdominale intense, il prend 200 mg de morphine jour. Nos confrères radiologues ont réalisé une alcoolisation d'infiltration de plexus cœliaque. Là, le patient, on va nous l'adresser pour pompe intratécale potentielle. C'est une indication pompe. Il a un test à la morphine qui est positif. Donc, en fait, on va administrer en intratécal au niveau, on va arracher l'anesthésie de la morphine. Et le patient repart. S'il est soulagé, ça peut être une indication pompe. Là, il faut aller vite en général. Ces patients-là, quand ils consomment beaucoup de morphine, donc on a une fenêtre de tir qui fait qu'ils ont une survie supérieure à 3 mois et qui ne sont pas encore trop altérés par la douleur et par la consommation de ces antalgiques. On a une fenêtre de tir de 15 jours, 3 semaines pour les soulager, ces gens-là. Et si on arrive à les soulager, ben on implante ce qu'on appelle les pompes intratécales. Donc là, on met pas mal de choses dedans. Donc, le plus gros centre implanteur de pompes intratécales, c'est l'ICO à Angers. Donc, on met de la morphine, des anesthésiques locaux aussi, en fonction du niveau où on va mettre le cathéter, parce qu'on va monter le cathéter en fonction du niveau douloureux. Après, on met aussi des inhibiteurs classiques qui sont les cyclonotides, mais là, on rentre dans la surspécialité. Ces gens-là, bien sûr, ils ont une hospitalisation un peu plus prolongée, qui est en soins intensifs, pour faire le sevrage de la morphine orale, et donc pour lequel nous espérons tous une disparition de l'effet secondaire. Et enfin, Madame S, qui a été opérée d'un pénal carpien sous anesthésie loco-régionale. Elle a eu un petit peu mal quand même juste après l'intervention. Le pénal carpien, c'est pas si anodin que ça comme chirurgie. Elle a un tableau de douleur intense, une main luisante, qui perle un petit peu, changement de couleur, rouge, bleu, perte de mobilité. Elle ne reprend pas le travail, elle reste chez elle, elle se désinsère. Et là, donc on pose le diagnostic de syndrome douloureux-régional complexe. On fait les scintigraphies. Alors, les scintigraphies qui donnent un diagnostic de SDRC, il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire que la scintigraphie, c'est un examen qui est utile, mais qui, effectivement, ne remplace pas l'examen clinique. Combien de gens viennent pour une algodystrophie? Et finalement, je leur dis non, ce n'est pas une algodystrophie, c'est une douleur neuropathique que vous avez. Bon. Donc, cette patiente a une douleur mixte avec une composante neuropathique très importante. Donc là, il va falloir être intensif au niveau de la prise en charge. Déjà, il va falloir accepter le fait qu'elle ait son algodystrophie. Ça va être long, la prise en charge, la rééducation et la récupération. Moi, je vois des gens, de temps en temps, ils arrivent au bout de 3 ans, ils sont comme ça, complètement rétractés, au stade séquelaire. Là, on rentre dans le handicap. Donc là, l'idée, c'est d'agir au niveau médicamenteux. Donc, on met des thérapies médicamenteuses qui sont importantes dans la prise en charge de la neuropathie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ajoute de la vitamine C, 500 mg par jour, tous les jours. On n'arrête pas. Ces gens-là ont une composante inflammatoire qui va donner une déminéralisation osseuse très diffuse. On peut leur proposer des cures au bisphosphonate. Alors attention au bisphosphonate, il faut faire des examens dentaires en préopératoire parce que une fois qu'on a mis des bisphosphonates et que les gens ont des soins dentaires, attention, 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 plus aucun dentiste ne veut faire des extractions dentaires par la suite. Le patient va la prendre en charge en rééducation, donc elle va aller en centre de rééducation. On va lui mettre des cathéters périnévreux. Parfois, ça passe, on récupère, on y arrive. C'est long, c'est compliqué. Il y a vraiment un contrat thérapeutique à faire avec le patient. Et si on est en échec et qu'il y a des évolutions rapides de notre syndrome douloureux-régional complexe, nous avons des recommandations qui nous disent qu'implanter et mettre une stimulation médicale chez ces patients, qui des SDRC qui ont plus de 6 mois, peuvent être éventuellement une alternative. Mais effectivement, là, ça peut leur changer la vie. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé la présentation, j'ai tenu les temps. Donc, je remercie tout le monde donc, de l'organisation, le directeur de territoire, M. Mamouti, qui a pris en ce projet, Mme Montel, qui est la directrice de la clinique du parc, Mme de Messine, qui est la directrice de l'Institut ophtalmique de Somain, que je vous remercie également, notre coordinatrice, Séverine Leto, Valérie, notre secrétaire, Delphine, notre infirmière.
Nadège, la cadre de bloc, que je sollicite très régulièrement. Madame Morel, qui a bien voulu partager avec nous la présentation. Et mes collègues du cabinet que nous avons créé, qui s'appelle le cabinet Remède, qui travaille aussi sur l'île. Arnaud, Guillaume, Stéphane, Vincent. C'est une vraie aide précieuse d'avoir aujourd'hui au téléphone et dans mon quotidien des patients qui parlent le langage de médecine de la vie. Donc j'espère demain que nous pourrons intégrer d'autres collègues, donc des collègues qui sont ici présents, qui sont le docteur Montelet et le docteur Villiers. Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, utilisez le chat et on y répondra avec grand plaisir. Voilà. Des questions? Des questions? J'envoie un patient, je reçois l'information. Alors l'idée, c'est d'éviter les urgences. Donc aujourd'hui, on a une prise en charge pour laquelle nous allons identifier les patients les plus urgents. Les patients, quand ils prennent contact, on leur envoie un dossier à remplir. S'ils ont envie de remplir le dossier, malheureusement, c'est parfois un mauvais départ dans le contrat thérapeutique pour passer avec les patients. Et donc là, pour l'instant, on est plutôt dans le mois pour recevoir les gens. Là, on a quand même pas mal de demandes, donc on espère pouvoir les absorber plus rapidement. Si jamais les gens n'ont pas une prise en charge complète dès le départ, il y a quand même un premier contact téléphonique qui est quand même établi, pour pouvoir éventuellement les temporiser et les voir le plus rapidement possible. C'est obligatoirement d'hôpital. Donc, il y a des gens qui sont réticents à passer le jour d'ici. Alors, la première consultation, elle se fait au cabinet. Ensuite, effectivement, les gens, je leur parle du parcours où ils voient l'infirmière, la kiné, la psychologue. Il reste 1h30 ici. En plus, bon, je ne sais pas si je dois en parler maintenant, mais si c'est le mieux. Mais c'est des choses qui ne sont pas payantes. Globalement, c'est une prise en charge qui leur est offerte, qui est complète. La douleur, ce n'est pas qu'une consultation. C'est important aussi parfois de faire le vide. Hein. Quand je vois une fibromyalgique, au bout de quelques années, au bout de quelques mois, ah, ça va mieux, j'ai des pertes d'opétamine, je suis très content. Et puis quand on creuse un petit peu, là, on va prendre un peu plus de temps en consultation. Là, elle va vider son sac. Elle est venue sur son mari, elle te parle de son enfance, elle te parle du fait qu'elle a eu des petits problèmes. Bon. Et là, ben, cette patiente-là, si je n'ai pas la psychologue derrière, je ne sers à rien, moi, tout seul. Vraiment, c'est une prise en charge qui sera incomplète et qui, du coup, peut aboutir à des échecs. D'autres questions? Sachant que vous, en tant que médecin généraliste, vous prenez mon numéro de portable. Si vous avez un avis, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Non, mais sinon, je peux faire ce que je fais habituellement. C'est ce qu'on fait, voilà. Les coordonnées sont sur le dépôt. D'autres questions? Alors, on est en train de finaliser le site internet. Malheureusement, on veut trop bien faire les choses, on les fait pas. Donc, le site internet permettrait de récupérer le questionnaire en ligne directement. Ça sera sur internet et ça sera plus simple. Et ici, à la clinique, on va en laisser dans les halls d'accueil. Comme ça, les gens peuvent le récupérer directement en venant. Et comme ça permet d'avoir vraiment un fléchage plus rapide. Oui. Il y a des questions à droite. Alors, donc on est bien passé à distance. Oui, merci. Nous n'entendons pas les questions. Peut-on voir la psychologue à Saint-Saulve? Oui, on peut voir la psychologue. Et après, il faut rentrer la patiente dans le parcours. On a quand même une présentation psychologique qui est proposée. Donc oui, c'est possible. Faut-il un courrier du médecin traitant? Oui, c'est de l'avis de recours
second niveau, entre guillemets. Donc oui, il faut un courrier d'adressage, que ce soit du médecin traitant, du spécialiste adresseur. Les patients qui viennent pour un second avis, ou alors qui viennent ce matin, je vois un suivi au CHU de Lille, je n'ai pas eu de nouvelles depuis le mois de janvier. Bon, ils ont des délais, hein, pour une infiltration, pour des choses particulières. Donc l'idée, c'est pas forcément de dire oui, non, je ne sais pas. Moi, j'ai redressé la patiente au CHU. J'ai envoyé un mail aux gens qui ne travaillent là-bas, donc à Jean-Michel Wattier, qui est un de mes confrères. Donc, effectivement, c'est important d'avoir un courrier d'adresse. De toute façon, en termes de tarification, puisqu'on est sur de l'avis ponctuel de consultant, s'il n'y a pas de courrier d'adressage, voilà, c'est tu peux me retoquer. Alors, les coordonnées sont sur le diaporama. Non, je sais pas. Donc, il y a plusieurs numéros. Il y a le 03 74 09 91 75, le 06 70 77 20 63. Après, il y a un mail qui s'appelle douleur valencienne, tout simplement. Douleur valencienne, tout collé en minuscule, @gmail.com. Bon, bah, je pense qu'on peut clôturer, partager un moment de convivialité. Merci à vous.